10 avril 1912. Le Titanic, le plus grand véhicule jamais construit par l'homme, prend pour la première fois la mer pour une traversée de l'Atlantique Nord. 5 jours plus tard, le monde apprend avec stupeur qu'il a coulé. Plus de 1500 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie dans la catastrophe. Le naufrage du Titanic est l'un des événements les plus célèbres et les plus tragiques de l'histoire. Il ne fut pas simplement causé par une collision entre un paquebot et un iceberg. Il fut aussi le résultat d'une effroyable conjonction de fatalité et d'erreurs humaines. Dès sa conception, il était pour ainsi dire condamné. Un siècle après le naufrage, voici retracé à l'aide de documents historiques et d'une analyse scientifique de l'épave, l'enchaînement de circonstances qui provoqua la perte d'un navire réputé insubmersible lors de la plus grande catastrophe maritime de l'histoire moderne. Les icebergs sont l'une des plus belles créations de la nature. Et pourtant, ils sont dangereux pour la navigation. La saison n'est pas encore très avancée, mais c'est une année déjà très active. Il y a plus de 300 icebergs à 48 degrés nord pour le moment. Une situation sans doute équivalente à celle de 1912. Roger that, thank you. You are clear to open air deflector doors. Clear to open. Okay. Air deflector doors are open. Tous les ans, nous déposons des couronnes aussi près que possible des lieux où le Titanic a coulé. Avec le plus profond respect, nous commémorons l'anniversaire du naufrage du Titanic ici dans l'Atlantique Nord. C'était il y a 96 ans, mais nous n'oublions pas l'importance de notre mission. Nous conservons le souvenir de plus de 1500 personnes qui périrent en ce jour fatal du 15 avril 1912. Roger that, thank you. La perte de plus de 1500 vies, c'est épouvantable. C'est révoltant. Il ne faut pas que cela se reproduise. Jamais. La nouvelle du nombre de victimes tombe au lendemain de la catastrophe. Les proches effondrés ne comprennent pas comment l'impensable a pu arriver. Le Titanic était non seulement le paquebot le plus luxueux, mais aussi le plus fiable jamais construit. Même éperonné par un autre navire, il aurait dû rester à flot. Pourtant, il a sombré en 2 heures après sa collision avec un iceberg. Deux semaines plus tard, une enquête officielle est ouverte pour déterminer si le naufrage aurait pu être évité et identifier les éventuels responsables de la disparition de 1523 personnes. L'État britannique est représenté entre autres par un célèbre avocat, Sir Rufus Isaacs. Le principal témoin est Bruce Ismay. Âgé de 50 ans, il est président de la White Star, compagnie propriétaire du Titanic. C'est aussi l'un des rares hommes ayant survécu au naufrage. Sont aussi interrogés Harold Bride, opérateur radio, ainsi que Charles Lightoller, second du navire, officier le plus gradé parmi les rescapés. La plupart des marins ayant péri, le témoignage de ces 3 hommes est essentiel pour établir une éventuelle négligence de l'équipage ou de l'armateur. C'est vous-même qui avez dirigé la construction du Titanic? Oui. Et bien entendu, vous avez envisagé la question de la flottabilité du navire en cas d'accident ou d'urgence. Oui. Plus particulièrement, avez-vous envisagé d'augmenter le nombre de chaloupes de sauvetage? Le paquebot était considéré comme pratiquement insubmersible. C'était comme une chaloupe de sauvetage en soi.
2 ans avant la date prévue pour le lancement, Bruce Ismay rencontre Alexander Carlyle, architecte du navire. Cette réunion n'est que le début de l'enchaînement de circonstances qui vont mener au désastre. Leur première décision compromet l'intégrité structurelle du bâtiment. L'escalier doit être beaucoup plus majestueux. Il faut dans ce cas abaisser les cloisons. Est-ce un inconvénient? Le bateau n'est-il pas sûr? Bien sûr que si. Chacun des 16 compartiments est étanche. En cas de fuite, chacun se ferme hermétiquement par une porte électrique actionnée depuis la passerelle. Même avec 4 compartiments inondés, le navire flotterait. Abaissons donc les cloisons. Je veux un escalier luxueux et majestueux. La hauteur des compartiments étanches est abaissée à 3 mètres seulement au-dessus de la ligne de flottaison. Ce pont est trop encombré. Encombré? Oui, encombré. Les gens ne paient pas pour avoir la vue sur des canaux de sauvetage. 48 est un nombre raisonnable, surtout si le ministère augmente le minimum réglementaire. N'anticipons pas les décisions du ministère. Passons à la suite. Cette réunion avec M. Ismay a duré 4 heures. Oui, nous avons discuté de la décoration du paquebot. C'est secondaire. Parlons des chaloupes de sauvetage. Je dirais que nous leur avons consacré 5 ou 10 minutes. Selon vous, combien de chaloupes devait posséder le bateau? Pour moi, il fallait qu'il y en ait 3 par bossoir. En tout, cela aurait fait combien? 48? Pour vous, il fallait qu'il y en ait 48. Oui. Alors qu'en fait, combien y en avait-il? 16. 16. Tandis que Carlyle modifie les plans du Titanic, un glacier à plus de 3000 km de là atteint l'océan sur la côte ouest du Groenland. Une masse de glace s'en détache, donnant naissance à un iceberg. C'est l'un des 40 000 icebergs qui se forment chaque année sur la côte du Groenland. Un mois plus tard, l'iceberg poursuit un périple qui peut durer plus de 2 ans, le long de la baie de Baffin et de Terre-Neuve. Mais ses chances de survie dans ces eaux hostiles sont faibles. Des dizaines de milliers d'icebergs partent chaque année du Groenland, puis suivent la côte du Labrador et de Terre-Neuve. Mais ils sont très peu nombreux, 1 à 4% seulement, à parvenir dans des zones où ils présentent un risque pour la navigation. Déterminer la curieuse trajectoire de ces icebergs est la difficile mission de Donald Murphy, océanographe. On s'étonne souvent de ce qu'un iceberg qui se détache du glacier du Groenland se dirige non pas directement vers le sud, mais d'abord vers le nord, le long de la côte du Groenland, avant de s'orienter au sud. En avril 1910, l'iceberg, poussé par les courants océaniques, poursuit son parcours le long de la côte occidentale du Groenland. Au même moment, on commence à construire la coque du Titanic. La construction navale traverse une période de transition. Les machines remplacent l'homme et l'acier remplace le fer. Les constructeurs du Titanic veulent que sa coque soit constituée de plaques d'acier assemblées par des rivets également en acier. Pour cela, il faut une imposante rifteuse pneumatique. Mais cette nouvelle machine est trop grosse pour accéder aux parties incurvées du navire. C'est pourquoi les ouvriers réunissent les plaques à la main à l'aide de rivets de fer forgé plus faciles à insérer. C'est une méthode très répandue. Pendant près d'un siècle, personne ne soupçonnera qu'elle ait pu avoir un lien avec le naufrage. On apprend seulement en 1996, après l'exploration de l'épave, que des rivets de fer ont été utilisés dans certaines parties de la coque. Jennifer Hooper McCarthy est membre d'une équipe de l'université Johns Hopkins de Baltimore qui mène une étude scientifique sur les rivets.
La première étape de l'enquête a consisté à déterminer le matériau de fabrication de ces rivets et comment ce matériau se comportait lors de différents essais mécaniques. Pour déterminer les conséquences de l'utilisation de fer plutôt que d'acier, on reproduit une partie de la coque composée de tôle d'acier assemblée par des rivets de fer. En comparant un rivet en fer forgé et un rivet en acier, nous avons découvert qu'il suffisait qu'une plaque d'acier se déplace très légèrement de 5 mm pour que le rivet de fer commence à céder. Donc ce navire insubmersible, summum de la technique en 1912, est construit avec des plaques d'acier de 4 cm et des rivets en fer forgé. En 1910, les constructeurs du Titanic savent que l'acier est plus robuste que le fer, mais ils pensent que le matériau utilisé dans la partie avant du navire sera assez solide. Au contraire, ce défaut aura des conséquences mortelles. Dès sa conception, il était pour ainsi dire condamné. C'était, pour parler clair, le talon d'Achille du Titanic. En mai 1911, la coque est terminée. Après avoir vérifié que chaque tôle d'acier, chaque soudure est étanche, on lance la coque dans un bassin. Nul ne soupçonne le point faible caché à la proue du paquebot, et encore moins la présence d'un iceberg à 3000 km de là. À l'été 1911, l'iceberg a 18 mois d'existence. Il dérive autour de la baie de Baffin, secteur où la plupart des icebergs achèvent leur voyage. Seuls quelques-uns parviennent à l'Atlantique. Tout au long de leur trajet, les icebergs passent souvent par des baies ou sur des hauts fonds. Beaucoup d'entre eux y restent bloqués, et la plupart disparaissent avant d'arriver à l'île de Terre-Neuve, plus au sud. Pendant les 6 mois suivants, on réalise l'aménagement du Titanic. Une armée de menuisiers et autres artisans œuvre à la splendeur intérieure du paquebot. Le capitaine choisi pour le voyage inaugural est Edward John Smith, le plus expérimenté de la compagnie White Star Line. C'est sa dernière traversée avant sa retraite. Smith est très apprécié. On le surnomme le capitaine des millionnaires. De richissimes passagers comme Vanderbilt ou Guggenheim vont jusqu'à changer leur date de départ pour voyager à bord d'un paquebot commandé par le capitaine Smith. En mars 1912, l'Olympique, paquebot frère du Titanic, revient au chantier naval pour d'urgentes réparations. Les derniers travaux du Titanic sont suspendus et son premier voyage est reporté d'1 mois. Au lieu de prendre la mer en mars, il partira à la mi-avril, justement l'époque où la plupart des icebergs croisent les routes maritimes de l'Atlantique Nord. Alors qu'il n'avait qu'une chance sur 100 de survivre, l'iceberg continue son chemin vers le sud jusqu'à la côte est de Terre-Neuve. Le 2 avril 1912, le Titanic quitte Belfast en direction de Southampton où embarqueront ses premiers passagers. Le report de la traversée a contraint le capitaine Smith à remanier son équipage au dernier moment. Cette décision aura de graves conséquences. Bonjour, messieurs. Comme vous le savez, l'Olympique est en cours de réparation. C'est pourquoi M. Wilde, son capitaine en second, va nous rejoindre pour assurer les mêmes fonctions ici. M. Murdoch, vous devenez premier officier, et vous, M. Lightoller, second officier. M. Blair, je souhaiterais vous parler en privé. On aura tout vu. À cause de l'arrivée d'officiers de l'Olympique, Murdoch et Lightoller sont rétrogradés. Quant à Blair, on lui demande de quitter le navire.
Dans sa hâte à débarquer, celui-ci emporte par mégarde la clé de son placard où sont rangées les jumelles destinées aux vigies. La réorganisation de l'équipage entraîne le premier incident déterminant à bord du navire. La veille du départ pour New York, un inspecteur examine une dernière fois le Titanic. 16 chaloupes standards, capacité 65 passagers, 70 entassant bien. Alors que la taille des paquebots a quadruplé en 15 ans, les normes applicables aux chaloupes de sauvetage n'ont pas changé. Le ministère britannique du Commerce, qui édictait les normes de sécurité, ne les a pas adaptées à des navires comme le Titanic. Le Titanic reçoit son certificat de navigabilité. On estime que 16 chaloupes de sauvetage suffisent pour plus de 2000 personnes. L'iceberg s'approche des 48 degrés de latitude nord, seuil critique selon la Patrouille internationale des glaces. Le danger présenté par les icebergs commence à environ 48 degrés nord, au niveau de cette ligne mauve. Quand plusieurs icebergs se trouvent au sud du 48e, il y a un risque réel pour les navires. La Patrouille internationale des glaces a été créée après le naufrage du Titanic pour surveiller les routes maritimes et avertir les navires de la présence d'icebergs au sud d'une latitude de 48 degrés nord. En 2006, aucun iceberg n'a franchi le 48e. En 2007, il y en a eu 324. Et rien que depuis 3 semaines en 2008, nous en avons eu plus de 300. La même anomalie se produit en avril 1912. Environ 300 icebergs, un record depuis 50 ans, se déplacent vers le sud en direction des routes maritimes. Le 10 avril à midi, le Titanic appareille de Southampton avec 600 membres d'équipage et plus de 1500 passagers. Milvi Nadine est alors un bébé de 10 semaines. Comme beaucoup de familles embarquées sur le paquebot, ses parents partent dans l'espoir d'une vie meilleure. Mon père devait ouvrir un kiosque à tabac dans le Kansas. Alors je suppose qu'il avait dépensé toutes ses économies pour cela et ne pouvait se payer mieux que la 3e classe. C'était un paquebot de luxe avec une foule de millionnaires ou de milliardaires à bord. Et surtout, il était impossible qu'il coule, à ce qu'on disait. Après avoir embarqué d'autres passagers en France, puis en Irlande, le bateau doit traverser l'Atlantique en 6 jours, selon les prévisions du capitaine Smith. Cela implique, pour cette traversée de 5000 km, de naviguer à une vitesse de plus de 19 nœuds, soit 35 km/h. Pour éviter les icebergs, fréquents à cette saison dans le secteur connu sous le nom de région des glaces, le capitaine Smith a prévu un large détour par le sud, ce qui est une pratique courante à l'époque. L'énorme iceberg continue à dériver vers le sud, en direction du secteur des Grands Bancs. Bien qu'érodé par la mer, il est 10 fois plus gigantesque que le Titanic. Environ 1/8 du volume d'un iceberg émerge au-dessus de la mer. D'où l'expression « c'est juste la pointe de l'iceberg ». La majeure partie est dans l'eau et passe inaperçue. Ce qui se trouve au-dessus de la surface est une part relativement petite de l'iceberg. De mars à août, la patrouille des glaces surveille les Grands Bancs.
Les navires qui vont d'Europe aux États-Unis ou au Canada cherchent à emprunter la voie la plus rapide possible. Notre tâche est de leur permettre d'arriver à bon port. Si des icebergs se trouvent sur leur chemin, nous devons les en informer afin qu'ils se déroutent par le sud. Nous avons du brouillard ou des nuages environ 70% du temps. C'est là que les radars interviennent. Nous utilisons un radar à balayage frontal et un autre à balayage latéral qui couvre 27 000. Si la mer est trop calme et que nous détectons trop de choses à la surface, par exemple du matériel de pêche ou une baleine, et que nous ne sommes pas sûrs de ce que c'est, malgré les radars, nous descendons à 150 mètres au-dessus de l'océan pour tenter d'identifier l'objet de visu. Mais en 1912, les navires ne sont informés de la présence d'icebergs que par leurs vigies, ou par d'autres bateaux croisant dans le même secteur. David Blair étant parti avec la clé du placard où sont rangées les jumelles, les vigies Frederick Fleet et Reginald Lee ne peuvent se fier qu'à leur vue. Maintenant qu'il occupe un grade inférieur, Charles Lightoller supervise le nid de pie. N'est-il pas extrêmement recommandé que les vigies disposent de jumelles? C'est l'officier de quart qui en décide. Je ne parle pas de l'avis des officiers en général, mais du vôtre en particulier, sur l'utilité des jumelles. Oui, pour moi, les jumelles sont utiles. Pouvez-vous expliquer pourquoi on n'a pas fourni de jumelles aux vigies du Titanic? Non, je ne peux pas donner d'explication. Si cela avait dépendu de vous, en auriez-vous fourni? S'il y en avait eu sur le navire, je l'aurais sans doute fait. Vous aviez des jumelles à la passerelle? Oui. Combien de paires? Une paire par officier, une paire pour la passerelle. Donc, il arrivait de temps en temps qu'une paire de jumelles soit disponible. Pour la passerelle. Pour la passerelle, mais on aurait pu les prêter ou les donner à une vigie. La presse internationale s'empare de la négligence de Lightoller. Le 14 avril à 9 h du matin, le Titanic est déjà à plus de la moitié de sa traversée. Ses mâts de 60 mètres de haut sont équipés d'antennes. Ce paquebot ultramoderne peut ainsi communiquer par radio avec d'autres navires jusqu'à 650 km de distance. Jack Phillips, chef opérateur radio, reçoit des alertes sur la présence de blocs de glace envoyés par des bâtiments naviguant plus à l'ouest. Le premier message de la journée provient d'un autre paquebot, le Coronia. Il indique la position de blocs de glace plus ou moins volumineux à une journée de navigation du Titanic. Jack Phillips travaille par roulement avec son assistant Harold Bride. Vous étiez employé par la société Marconi au poste de second opérateur radio à bord du Titanic. Oui. Et M. Phillips était votre responsable. Oui. Bride et Phillips sont employés non pas du Titanic, mais de Marconi. Il était long ce petit déjeuner. Ils échangent des communications avec d'autres bateaux, mais sont mieux payés pour envoyer des messages pour les passagers. Chère Jenny, Roger m'a demandé ma main et dit oui. Très ennuyé car il dit oui à Arthur avant de partir. Bon baiser de ta sœur. C'est sûrement pas le dernier. Je vais me coucher ou t'as encore besoin de moi? Merci de porter ça au capitaine Smith. Supposons qu'un message arrive pour le capitaine. Qu'est-ce que vous feriez? Je l'apporterai au capitaine? Sur une feuille de papier. Oui, sur une feuille de papier et sous enveloppe. Il y a un exercice de sauvetage à 11 h, capitaine. À 11 h? Oui, capitaine. C'est pour le capitaine Smith. Merci, monsieur... Bride, capitaine. Au printemps, les alertes aux blocs de glace sont courantes, et le secteur indiqué dans le message du Coronia est encore loin. Je vais dire l'office, monsieur Murdoch, puis je ferai ma tournée.
Bien, capitaine. Autrement dit, l'exercice est annulé. Le capitaine n'a jamais justifié l'annulation de l'exercice, mais cette décision va coûter de nombreuses vies. Aucun autre exercice ne sera organisé. L'équipage n'est pas préparé à une éventuelle urgence. Pendant que le capitaine lit son sermon, le courant du Labrador pousse l'iceberg vers le sud en direction des Grands Bancs. Il se trouve maintenant à environ 480 km. Il va bientôt rencontrer le Gulf Stream, courant marin en provenance de l'Est des États-Unis. La température du Gulf Stream avoisine 15 à 18 degrés. Dans ces conditions, un iceberg ne dure pas très longtemps. L'impact des vagues les rôde au niveau de la ligne de flottaison et des blocs de glace finissent par s'en détacher. Un iceberg de taille moyenne disparaît en 10 jours tout au plus. Le Titanic se dirige vers le Gulf Stream au sud-ouest. Au cours d'une année normale, ce serait bien trop au sud pour qu'il rencontre un iceberg. Mais 1912 n'est pas une année comme les autres. Le 14 avril à midi, Phillips reçoit la deuxième alerte de la journée. Émise par un autre paquebot, le Baltique, elle donne la position d'un secteur où des icebergs sont présents, en plein dans la direction suivie par le Titanic. Le préfixe MSG indique que ce message est destiné au capitaine. Le Titanic aura reçu 5 alertes au cours de cette même journée, mais celle-ci est la dernière que le capitaine recevra. À 14 h, le capitaine remet le message à Ismay. C'est à croire que nous allons au pôle Nord. 2 semaines après le naufrage, l'enquête tentera de démontrer qu'Ismay a voulu que le capitaine passe outre les alertes pour arriver à la date annoncée. Selon vous, pourquoi le capitaine vous a-t-il remis le marconigramme? À titre d'information, je suppose. Vous saviez bien sûr que la proximité d'iceberg représentait un danger. La glace est toujours dangereuse. Et vous saviez que vous seriez dans un secteur à iceberg dans la soirée ou dans la nuit. Oui. Il appartenait donc aux responsables de la navigation de se montrer très prudent. Naturellement. N'aurait-il pas fallu ralentir à cause des icebergs? Sans doute, oui. Pourquoi donc continuer à toute vapeur dans la nuit alors que vous vous attendiez à rencontrer des blocs de glace? Je pense que le capitaine était pressé de franchir ce secteur. Il ne voulait pas ralentir à cause du risque de brouillard. L'objectif était donc de franchir ce secteur aussi vite que possible. Je pense que si par une nuit très claire comme celle-là, on y voyait assez loin pour éviter un iceberg, il était parfaitement justifié de dépasser cette zone aussi vite que possible. Malgré l'absence de preuves, une grande partie de la presse américaine demeure convaincue qu'Ismay a demandé au capitaine Smith d'accélérer. Le capitaine Smith est commodore de la compagnie White Star Line. C'est le père de Bruce Ismay qui l'a nommé à ce grade. Même quelqu'un comme Bruce Ismay doit respecter l'avis du capitaine Smith. À bord, il est tout. Il est Dieu. Sa parole est celle de Dieu. Le Titanic suit un cap qui l'éloigne de l'iceberg, mais il est sur le point de changer de direction. Le capitaine Smith a prévu de se dérouter du sud-ouest à plein ouest à partir de 17 h 30. Mais il retarde ce changement de cap de 20 minutes afin de passer plus au sud pour éviter le secteur signalé dans le message du Baltique. Sud 86 ouest, monsieur Hitchins. Comme ça. Le capitaine pense se diriger vers une zone sans danger, débarrassée des icebergs par le Gulf Stream. Mais en 1912, un phénomène inhabituel permet aux icebergs de descendre plus au sud qu'on ne le croit possible. Le courant du Labrador a pénétré dans le Gulf Stream en formant une couche protectrice froide autour de l'iceberg.
Le courant du Labrador va là où le Gulf Stream le laisse aller. En fonction de la position exacte du Gulf Stream, les eaux froides peuvent descendre très au sud, vers l'extrémité des grands bancs. Si le Gulf Stream oblique vers le sud, de l'eau relativement froide atteint les routes maritimes. Ces dernières années, des icebergs sont descendus jusqu'à la latitude de Philadelphie. L'iceberg, 10 fois plus gros que le Titanic, se trouve à 210 km de lui. Un cargo, le Californian, l'a repéré et lui a envoyé un message. Tandis que Phillips se repose dans la cabine contiguë à la salle de radio, son assistant Bride assure la relève. Il a entendu le message du Californian, mais n'a pas répondu. Vous saviez qu'on vous appelait, vous aviez autre chose à faire? Oui. À quoi étiez-vous occupé? Je tenais les comptes. Malgré leur qualification, Phillips et Bride sont mal payés. Les messages des passagers arrondissent leur salaire. À 19h20, Bride a fini ses comptes. Il intercepte le message du Californian qui l'avise de la présence de 3 gros icebergs à 42 degrés de latitude nord et 49 de longitude ouest. C'est pour le capitaine, je monte à la passerelle. Mais le capitaine est parti dîner avec des passagers. Si Harold Bride lui avait apporté le message plus tôt, il aurait pu prendre des mesures. Donc vous vous limitez à le remettre à un officier sur la passerelle? C'est pour le capitaine. Oui. À quel officier? Je ne m'en souviens pas. Aucun des officiers survivants ne se souvient d'avoir vu ce message d'importance vitale. À ce jour, on ignore s'il a vraiment été délivré. À 19h30, le Titanic navigue à 38 km/h. Dans 4 heures, il percutera l'iceberg. L'état de la mer va lui aussi jouer un rôle dans sa fin tragique. À 20h55, le capitaine Smith revient à la passerelle avant d'aller se coucher. Il fait froid. Oui, capitaine, il fait froid. Et il n'y a pas tellement de vent. Non, capitaine. En fait, c'est le calme plat. Oui, le calme plat. Vous saviez l'un comme l'autre que par une mer d'huile, il serait plus difficile de voir un bloc de glace. Oui, c'était beaucoup plus difficile, naturellement. Parce que, en l'absence de vent, on ne voyait pas les vagues se briser sur l'iceberg. Les icebergs réfléchiraient de la lumière, capitaine. Oui, à condition que le temps reste clair. Si cela devient douteux, prévenez-moi tout de suite. Bien, capitaine. Bonne nuit, monsieur Lightoller. À ce moment-là, vous saviez donc que vous étiez sur le point de croiser des icebergs? Non, pas forcément. Nous savions que nous étions près d'une zone de glace. Mais on peut traverser l'Atlantique pendant des années, recevoir des alertes et ne jamais voir d'iceberg. Ou bien en voir alors qu'on n'a pas reçu d'alerte. Avez-vous évoqué la question de la vitesse? Non. À ce moment-là, vous naviguez à pleine vitesse? Oui. À environ 21 nœuds et demi? Oui. Vous ne prenez aucune mesure pour réduire la vitesse? Non. Vous comptez donc uniquement sur les vigies pour assurer la sécurité du bateau? Oui. « 21h45. L'iceberg est à 80 km. Les vagues ne l'ont pas érodé et comme il est entouré d'eau froide, il a très peu fondu.
Dans la salle de radio, Phillips a 2 heures devant lui pour envoyer les messages des passagers tant que le Titanic est à portée de la station de Cap Race à Terre-Neuve. Mais il est interrompu par le 5e message de la journée, le plus déterminant de tous. Envoyé par le Mesaba, il indique avec précision une zone où se trouvent des icebergs, à 80 km seulement du Titanic. Pour le capitaine, ce message indiquerait clairement que le paquebot fonce droit sur l'iceberg. Mais le préfixe MSG est absent. C'est pourquoi Phillips le considère comme non urgent et se remet à envoyer ceux des passagers. Ce message ignoré s'ajoute aux événements qui se succèdent vers le drame. C'est une nuit sans lune sur une mer d'huile. Ces 2 facteurs, rarement associés, rendent difficile de repérer un iceberg de loin. À l'époque, aucune réglementation n'oblige un navire chargé de passagers à ralentir en présence de blocs de glace. Lancé presque à pleine vitesse, le Titanic arrivera sur l'iceberg en 2 heures. Les officiers se préoccupent uniquement d'icebergs plus petits et de faible hauteur qu'on appelle des bourguignons. Tous les icebergs sont dangereux. Un petit iceberg, ou même un bourguignon pas plus gros qu'une voiture, peut être dangereux. Certes, un navire risque moins de le percuter, mais il a moins de chances de le voir. Gardez l'œil au cas où il y aurait de la glace. Surtout de petits icebergs ou des bourguignons. Et transmettez cet ordre jusqu'à ce qu'il fasse jour. Qu'est-ce qu'un bourguignon? C'est la pire forme de glace. C'est un iceberg qui a fondu en partie ou un bloc de glace qui ne dépasse guère de la surface de l'eau. C'est beaucoup plus difficile à repérer qu'une plaque de glace ou un iceberg. À quelle vitesse alliez-vous? À 21 nœuds. 21 nœuds, cela équivaut à 650 mètres par minute. Pensiez-vous qu'à cette vitesse et de nuit, vous pouviez voir un bourguignon suffisamment à l'avance? Je pense que j'aurais vu un bourguignon à 2,5 km de distance, ou probablement 3 km. À 22 heures, Fleet et Lee prennent leur quart. Ils guettent l'apparition de bourguignons sans savoir qu'ils se dirigent vers un iceberg aussi haut que leur nid de pie. À la suite de cet accident et dans des circonstances semblables, recommenceriez-vous à foncer à 21 nœuds et demi? Eh bien, cela semble très téméraire d'aller à pleine vitesse et de foncer dans un iceberg sans se poser de questions. Il est clair que nous ne recommencerions pas. C'est bien ce que je veux dire. Il était effectivement imprudent de maintenir pareille vitesse, compte tenu des circonstances inhabituelles et sachant qu'il y avait des blocs de glace à proximité. Dans ce cas, quasiment tous les capitaines qui traversent l'Atlantique font preuve d'autant d'imprudence. À 22 heures, Murdoch vient prendre la relève de Lightoller. La mer est comme du verre. J'ai jamais vu ça. M'en vais. À 23 heures, l'iceberg n'est qu'à 25 km. Pendant que Bragg dort,
Phillips manque de temps pour envoyer tous les messages des passagers. Le navire le plus proche du Titanic, le Californian, l'informe qu'il s'arrête pour la nuit à cause des blocs de glace. L'opérateur radio du Californian, peu soucieux des messages personnels que Phillips doit encore envoyer, interfère par un vigoureux signal. Quelle andouille! Débordé par les messages des passagers, Phillips répond au Californian d'arrêter de lui envoyer des alertes. Qui est-ce? Le Californian. Il m'empêche d'écluser mes messages avec ses alertes météo. Je prends la relève? Non, rendors-toi. Tu prendras la relève à minuit. Pas question que je continue plus tard. En guise de réponse, le Californian éteint sa radio pour la nuit. Tout contact est désormais coupé entre le Titanic et le seul navire situé à moins de 2 heures. À 23h30, l'iceberg n'est qu'à 6,5 km. Le paquebot qui avance à 38 km/h va le percuter dans 10 minutes. Rien à signaler? Non. Il fait tellement froid que Fleet, privé de jumelles, a du mal à garder les yeux ouverts. 2 semaines plus tard, l'enquête tentera de trouver qui est responsable de l'absence de jumelles dans le nid de pie. S'il y avait eu des jumelles dans le nid de pie, les auriez-vous utilisées? Oui? En permanence? Oui. Après tout, c'est vous qui avez repéré l'iceberg. Oui. Puisque des jumelles étaient nécessaires, n'auriez-vous pas dû aller voir vos supérieurs ou leur téléphoner en disant « On me demande d'être vigilant, mais on ne me donne pas de jumelles ». Ils le savaient forcément. Mais vous ne leur avez pas rappelé. Non. C'est vrai. Si vous aviez eu des jumelles, auriez-vous aperçu l'iceberg plus tôt? Certainement. Combien de temps est-ce que cela aurait fait gagner? Assez pour que le bateau évite l'iceberg. Selon vous, des jumelles auraient fait toute la différence entre sécurité et catastrophe? Oui. Petit ours. Grand ours. Orion. À 23h39, l'iceberg est à moins de 1000 mètres, mais Fleet ne le voit toujours pas. Merde! Murdoch est là? Ou quelqu'un d'autre? Iceberg droit devant! À tribord, toutes! Après avoir fait inverser les machines, Murdoch a le réflexe de changer de cap. Encore une décision fatale. Qu'est-ce qu'on a percuté? Un iceberg. J'ai fermé les portes étanches. Vous avez sonné l'alarme? Oui, capitaine, j'ai envoyé Boxall voir s'il y avait des dégâts. Par mesure de précaution, les moteurs sont arrêtés.
Le paquebot est tellement vaste qu'il faut 20 minutes pour évaluer les dégâts. Le capitaine Smith a appris la nouvelle à minuit. Quelque chose ne va pas? Nous avons heurté quelque chose? Je le crains. Nous avons heurté un iceberg. C'est grave? Le bateau prend l'eau? Il coule, monsieur Ismay. Mais c'est impossible. Dans 2 heures, il sera au fond de l'océan. On ne peut pas fermer les compartiments? Nous l'avons fait, en bloquant des centaines d'hommes en bas. Ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Le bateau est censé flotter même avec 4 compartiments inondés. 5 compartiments sont inondés, monsieur Ismay. Je vais à la salle de radio, monsieur Murdoch. Dois-je préparer les chaloupes, capitaine? Oui, mais inutile de faire paniquer les passagers. Je comprends, capitaine. 20 minutes après la collision, la plupart des hommes d'équipage et tous les passagers croient que les dégâts sont minimes. Ils ignorent que 400 000 litres à la minute envahissent le paquebot. Une telle masse d'eau pénètre dans le bateau que sa proue plonge dans la mer. De chaque compartiment submergé, l'eau se déverse dans le compartiment suivant. Avec la conception du bateau, c'est mathématique. Tous les compartiments s'emplissent d'eau et forcément le navire coule. Si Bruce Ismay n'avait pas fait diminuer la hauteur des cloisons, le navire aurait coulé plus lentement. Et si le Titanic avait heurté l'iceberg de plein fouet, il n'aurait pas coulé du tout. Si William Murdoch était entré tout droit dans l'iceberg, le Titanic n'aurait pas coulé. Le principal impact aurait été absorbé par la cloison d'abordage, c'est-à-dire la paroi d'acier située juste en dessous du pont supérieur. La dernière fois qu'un navire a percuté un iceberg, c'était en 1879. L'Arizona était alors entré droit dans l'iceberg. Sa proue avait été profondément enfoncée, mais le bâtiment n'avait pas coulé. Pendant un siècle, les spécialistes se sont demandé pourquoi le Titanic avait sombré en seulement 2 heures. Jennifer Hooper McCarthy a scruté les rapports d'enquête pour comprendre les effets désastreux d'une collision en oblique. Nous disposons de très peu d'éléments sur l'impact. Tout ce qu'on sait repose sur les témoignages des survivants recueillis à l'époque. Lorsque le navire a percuté l'iceberg, virait-il toujours à bâbord? Oui, il virait à bâbord, et l'iceberg l'a touché à tribord. Pouvez-vous nous décrire l'iceberg? C'était vraiment une masse énorme. Mais vous avez pensé qu'il n'y avait rien de grave. Ça a juste fait un léger bruit. Vous avez jugé cela inquiétant, mais pas vraiment grave. Oui. Ah, merci mon Dieu. Frédéric Fleet pense que le bateau n'a fait que frôler l'iceberg. Comme lui, de nombreux passagers croient à un simple incident. Certains ont à peine ressenti le choc, c'était juste un impact latéral, une vibration, pas du tout de quoi les envoyer de l'autre côté du bateau. Le choc est tellement faible que beaucoup de passagers ou membres d'équipage ne se réveillent même pas. Le témoignage du chauffeur Barrett est l'un des plus importants. Alors qu'il était dans la chaufferie numéro 6, il a vu l'eau arriver. Vous vous appelez Frédéric Barrett. Oui. Racontez-nous ce que vous avez vu. Dans la chaufferie, un témoin rouge s'allume quand il faut arrêter le bateau. Le témoin rouge s'est allumé. Comme je suis responsable de la sécurité, j'ai crié
Fermez tous les clapets. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La collision s'est produite avant qu'on les ait tous fermés. On était en train de les fermer quand elle s'est produite. Oui. Où s'est produit le choc? Qu'avez-vous ressenti, vu ou entendu? L'eau montait à 60 cm. Pouvez-vous nous situer cet endroit? Le navire était éventré de la 3e chaufferie à la proue. Barrett est l'un des rares chauffeurs à s'échapper avant la fermeture des portes étanches. De son témoignage, Hooper McCarthy déduit une faiblesse non pas des tôles d'acier en soi, mais des rivets qui les raccordent entre elles. Le témoignage de Barrett indique qu'il n'y a pas eu de fracture des tôles, au milieu ou ailleurs, mais un problème au niveau des raccords. C'était vraiment une question de qualité des rivets. Ses soupçons se confirment quand elle analyse les 46 rivets récupérés en 1998 sur l'épave du Titanic. Il s'avère que certains d'entre eux sont en acier et d'autres en fer forgé. En examinant au microscope électronique ces rivets vieux de 100 ans, Hooper McCarthy découvre dans la structure du fer de grosses impuretés. Elle soumet les rivets à des essais pour évaluer en quoi ces impuretés les rendent moins solides. Dans un rivet en fer forgé, on trouve un mélange de fer pur et d'impuretés, sous forme de particules qu'on appelle scories. Les scories peuvent renforcer le fer dans un sens et le rendre moins résistant dans le sens perpendiculaire. Lorsqu'on a enfoncé les rivets, la direction des scories a changé d'un quart de tour, ce qui a créé une faiblesse dans la tête des rivets. Ce défaut serait passé inaperçu si le paquebot n'avait pas heurté l'iceberg. Lors de la collision, ces rivets n'ont pas résisté à l'impact et leur tête a sauté. Comme les autres rivets ont dû supporter une charge plus importante, leur tête a sauté aussi. À tribord, les raccords se sont donc défaits, comme une couture qui éclaterait. Ça correspond sans doute à ce que décrit M. Barrett. À minuit, Bride doit prendre la relève de Phillips. 40 minutes ont passé depuis le choc. Ils ignorent toujours la gravité de la situation. J'ai tout fini. J'y ai passé exactement 3 heures. Bravo. Les moteurs sont arrêtés? Oui, il paraît qu'on a percuté un iceberg. On va sans doute retourner à Belfast. Quelle bonne nouvelle. Ça va encore dire un tas de messages. Désolé, très cher, finalement je ne viens pas à New York. T'en as pour combien? Beaucoup. C'est M. Marconi qui va être content. Le capitaine Smith a bientôt épuisé toutes ses ressources. Il reste le miracle de la radio, dont dispose ce bâtiment ultramoderne. Il y en a encore ici. Tu veux que je les lise? Vas-y. Seront à New York dans 2 jours. Envoyez immédiatement le message de détresse réglementaire. Lequel, capitaine? Le signal réglementaire, le CQD. Réveillez-vous, mon vieux. Il me faut notre position. 41-46 nord, 54 ouest. Et remuez-vous, bon sang. Bien, capitaine. Ça prendra quelques minutes. Et si on envoyait un SOS, c'est le nouveau signal? Ça vaut le coup d'essayer. Prévenez-moi dès que vous recevrez un appel. Bien, capitaine.
C'est qui le plus malin maintenant? Phillips peut joindre tout bateau distant de moins de 650 km. Le plus proche est le Californian. Il n'est qu'à une trentaine de kilomètres et pourrait sauver tout le monde. Mais après avoir reçu le message acerbe de Phillips, l'opérateur a éteint son système radio. Il ne le remettra en marche que le lendemain matin. Qui est-ce? Le Frankfurt. Ok, attendez. Comme si ça servait à quelque chose. Le puissant signal radio du Titanic porte loin. Le Frankfurt se trouve à plus de 150 km. Il faut entrer en contact avec un navire beaucoup plus proche. Je ne sais pas pourquoi le Californian ne répond pas. Tous les navires suivaient des routes bien définies. Cette voie de passage était surnommée le chemin de fer transatlantique. Il y avait toujours une chance de garder un contact radio avec un autre navire, ou même d'en voir un, et de demander de l'aide en cas de besoin. C'est le Carpathia. Il vire de bord et se dirige vers nous. Porte ça au capitaine. Capitaine, un message du Carpathia. Il a changé de cap et arrive aussi vite que possible. Pas d'autres bateaux? Le Frankfurt a dit d'attendre. Nous essayons de joindre le Californian, mais il ne répond pas. Merci, Monsieur Bride. Du nouveau? L'Olympique doit venir par ici. Le capitaine Smith ne veut pas lancer de chaloupe de sauvetage tant qu'un navire n'arrive pas à la rescousse du Titanic. Même avec seulement 16 chaloupes, tout le monde aurait pu être sauvé si le Carpathia avait atteint le paquebot en moins de 2 heures. Il est à 58 000, capitaine. La vitesse de pointe du Carpathia ne dépasse pas 15 nœuds. Il est à 4 heures de nous, capitaine. Mais nous ne pouvons rester à flot que pendant 2 heures. Vous devriez retourner sur le pont, Monsieur Murdoch. Bien, capitaine. Les gens ne paient pas pour avoir la vue sur des chaloupes. Le Titanic va couler en moins de 2 heures. Mais il a été récemment fait la preuve d'une décision qui explique en partie le drame et sa rapidité. Pour une raison indéterminée, les constructeurs n'ont pas commandé la qualité de fer forgé la plus pure, la numéro 4, mais une qualité inférieure, la numéro 3. Celle-ci contenait davantage de scories, fragilisant les têtes de rivet. Un détail aux terribles conséquences. Ce qui est grave, c'est qu'avec un fer forgé de qualité médiocre, il existe un point faible au niveau des têtes de rivet. Avec un matériau de bonne qualité, les rivets auraient cédé, mais un peu plus tard. Et 1500 vies auraient pu être sauvées. Un autre navire aurait pu arriver à temps et récupérer les passagers. Le capitaine Smith connaît exactement le nombre de personnes à bord. Il sait exactement combien il y a de place dans les chaloupes de sauvetage. Et il sait exactement combien de temps il reste avant que le Titanic coule. De très nombreux passagers vont mourir. C'est à ce moment-là que le capitaine a dû perdre tous ses moyens et que le commandement s'est totalement désorganisé. Il faudrait faire monter les passagers dans les chaloupes, capitaine. Capitaine! Oui, les femmes et les enfants d'abord. Oui, faisons ça. Bien, capitaine. Lightoller va mal interpréter l'ordre du capitaine. Milvinadine,
Dernière rescapée encore vivante en 2008, est l'une des rares passagères de 3e classe à pouvoir monter dans une chaloupe. Beaucoup de gens convaincus que le paquebot ne pouvait pas couler n'ont pas bougé. Mais mon père a très vite compris. Il nous a tout de suite emmenés sur le pont. Bien, pas de panique. Chacun son tour. Les femmes et les enfants seulement, monsieur. Alors ma mère a dit adieu à mon père. Elle était désespérée. Ça ne faisait que 4 ans qu'ils étaient mariés. Ça lui a tellement brisé le cœur qu'elle n'a jamais voulu en parler. Comme j'étais trop petite pour qu'on me tienne, on m'a mise dans un sac. Lightoller a mal interprété les ordres du capitaine Smith et a laissé monter à bord des chaloupes les femmes et les enfants seulement, ce qui a causé des morts inutiles. Le capitaine Smith n'a pas vérifié qu'on remplissait correctement les chaloupes. Il aurait dû le faire. Nous ignorions qu'il n'y avait pas assez de chaloupes. Nous n'en avions pas idée. On l'a appris par les journaux. Pourtant, il paraît qu'une ou 2 chaloupes étaient vides. Ismay se trouve sur le pont côté tribord pour aider femmes et enfants à monter dans l'une des dernières chaloupes. Avez-vous vu combien de passagers sont montés dans cette chaloupe? Non, je n'ai pas vu. Était-elle complète? Elle était complète. Ou presque. Quand toutes les femmes et tous les enfants ont été à bord, et qu'il ne restait plus personne sur le pont, je suis monté dedans. Personne ne vous avait donné l'ordre d'y monter? Non. Personne. Ismay est l'un des rares hommes à prendre place dans une chaloupe, ce qui lui sera reproché. À 1h50, la dernière chaloupe prend la mer. Il y a encore 1700 personnes à bord. Le bateau ne peut rester à flot que 30 minutes encore. Vous avez accompli votre devoir. Vous ne pouvez rien faire de plus. Abandonnez votre cabine. C'est chacun pour soi maintenant. Le capitaine a dit qu'on devait partir. Un instant. Tant qu'il y a du courant, Phillips tente de garder le contact avec le Carpathia pour l'informer de l'évolution de la situation. La vache! Qu'est-ce qui se passe? Les signaux du Frankfurt interfèrent avec ceux du Carpathia. Il y a assez de gilets de sauvetage à bord, mais à cause du désordre total, beaucoup d'hommes en sont privés. Bride racontera par la suite qu'un des chauffeurs a tenté de s'en procurer un par des moyens désespérés. Mais qu'est-ce que tu fais? Jack! Vite, prends ton gilet! Jack, please! Jack, vite! Ne bouge plus. Qu'ils pourrissent.
Le capitaine Smith sera aperçu pour la dernière fois dans la passerelle. Il veut couler avec son navire. À 2h20 du matin, le Titanic disparaît dans l'océan. Bride est l'une des 1500 personnes qui se retrouvent dans l'eau glaciale. Comment êtes-vous descendu du bateau? J'ai été emporté avec un canot pliant. Pendant tout ce temps, l'eau montait. Oui, L'eau atteignait le pont? oui. Elle a emporté ce canot dans la mer et vous avec. Oui. La dernière fois que j'ai vu Phillips, il était sur le roof. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, quand vous étiez dans l'eau? J'ai nagé pour m'éloigner du Titanic. Quand on tombe à l'eau, surtout si elle est très froide, d'abord on panique, on est sous le choc. Dans de l'eau glacée, comme c'était certainement le cas cette nuit-là, on est désorienté et épuisé, et on perd conscience dans le quart d'heure. Et on ne survit pas plus de 45 minutes. La température corporelle descend. Très vite, on meurt de froid ou de noyade. C'est une horrible façon de mourir. Le mieux qui puisse vous arriver, c'est de sortir de l'eau, si possible. Bride et Lightoller réussissent à rester hors de l'eau en s'agrippant à une chaloupe renversée. Une autre chaloupe finira par les récupérer. Deux heures après que le Titanic a sombré, le Carpathia arrive et porte secours aux passagers dans la lumière de l'aube. Bride survit, les pieds gelés. Le Carpathia arrive trop tard pour son collègue et ami Phillips. Sur les 1523 personnes qui ont péri, on ne retrouve que 328 corps. La plupart d'entre eux sont enterrés ici, au cimetière de Fairview. Un grand nombre d'entre eux n'ayant pu être identifiés, leur tombe porte un simple numéro. Ils ont trouvé des corps et les ont emportés à Halifax. Mais ils n'ont jamais retrouvé celui de mon père. A-t-il sauté par-dessus bord ou a-t-il coulé avec le bateau? On n'en a aucune idée. Et ça, c'est terrible. Ce sont surtout des hommes qui sont morts, mais pas seulement. C'est d'autant plus tragique qu'il y avait des femmes et des enfants dans l'eau. Certains d'entre eux n'ont pas réussi à monter dans une chaloupe de sauvetage.
L'enquête officielle conclut que le paquebot naviguait à une vitesse excessive dans cette région où les icebergs étaient fréquents, mais qu'aucun membre de l'équipage n'a commis de faute. Ils appliquaient juste des procédures courantes à l'époque. On recommande qu'à l'avenir, le nombre de chaloupes de sauvetage soit fixé en fonction du nombre de passagers et non du tonnage. Le jugement n'évoque pas le caractère obsolète des normes de sécurité britanniques. Tout le monde a été blanchi, complètement blanchi. Le ministère du Commerce a mené l'enquête sur une catastrophe dont il était en grande partie responsable. L'enquête démontre que Bruce Ismay n'a pas influencé à tort la conception du navire, ni poussé le capitaine à augmenter sa vitesse. Il démissionne de son poste de président 6 mois plus tard et mourra à l'âge de 74 ans. L'enquête ne permet pas d'établir pourquoi le Titanic a sombré aussi vite. Elle n'explique pas non plus l'enchaînement de circonstances et de décisions qui ont mené à la catastrophe. Le nombre insuffisant de chaloupes, les normes britanniques dépassées, la hauteur des cloisons, la clé du placard aux jumelles, le changement de cap du paquebot, le message qu'aucun officier n'a reçu, le message dont il n'a pas été tenu compte, le Californian qui a éteint sa radio, l'absence de jumelles dans le nid de pie, et l'iceberg, né en même temps que le navire et qui s'est déplacé plus au sud que ce qui était pensable. Il faudra près de 100 ans pour que soit révélé le défaut de construction de la coque qui explique pourquoi le Titanic a coulé aussi vite, alors que les secours n'étaient qu'à 2 heures de navigation.